Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de l'intensité de la figure d'interférence à deux fentes, donc de l'expérience de Young. Dans l'expérience de Young, on envoyait un laser sur deux ouvertures, puis on regardait sur un écran la position des maximums puis des minimums de lumière. Donc ce qu'on est déjà capable de faire, c'est de dire que puisqu'il y a une différence de marche entre le laser qui vient du haut puis le laser qui vient du bas au moment de frapper l'écran, il y a certaines différences de marche spécifiques qui vont produire de l'interférence constructive et destructive. Pour l'interférence constructive, quand la différence de marche est égale à un multiple entier de la longueur d'onde, j'ai un maximum de lumière. Puis pour l'interférence destructive, quand la différence de marche correspond à un multiple demi-entier de la longueur d'onde, j'ai un minimum de lumière, j'ai zéro lumière. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui se passe quand la différence de marche n'est pas soit un multiple entier ou un multiple demi-entier. Qu'est-ce qui se passe sur tous les autres points de l'écran qui ne recevront pas 100% de la lumière avec l'interférence constructive ou 0% de la lumière avec l'interférence destructive. C'est ce que je vais vous montrer mathématiquement. Donc, à la fin de cette vidéo, vous allez être capable de trouver le pourcentage de l'intensité lumineuse pour tous les endroits sur l'écran qui va de 100% quand on est sur un maximum d'interférence à 0% quand on est sur un minimum d'interférence. Les quelques notions préalables qu'il faut se souvenir, c'est que la lumière est une onde électromagnétique. Donc on va la décrire comme une fonction, une onde progressive sinusoïdale de champ électrique. Et il faut aussi savoir qu'on a une formule pour calculer la différence de marche dans l'expérience de Young. Delta égale D fois sinus de θ. Ça va être une formule qui va nous être utile aussi. Ok, on commence ça. Je vous amène sur mon tableau noir pour être capable de vous dessiner l'expérience puis de vous faire les explications au crayon. Je commence par dessiner mon montage. Et voilà, j'ai fait tout le schéma de mon montage. Fait que j'ai représenté mon masque avec deux fentes, la distance entre les fentes. J'ai mon écran qui est à une distance L. J'ai un point P à un endroit arbitraire sur l'écran, dans le fond, à une certaine hauteur Y. Je vais vouloir décrire c'est quoi l'intensité lumineuse au point P en termes de pourcentage, fait que quelque part entre 0 et 100%. J'ai dessiné mes trajets R1 et R2, fait que les deux trajets de lumière que la distance doit parcourir pour se rendre au point P. Puis finalement, j'ai représenté mon petit delta, la différence de marche qui est égale à D fois sinus de θ dans l'expérience de Young. Maintenant, je vais être prêt à décrire mathématiquement mes deux ondes progressives sinusoïdales. Ils vont arriver au point P avec une certaine différence de marche. Puis je vais utiliser le principe de superposition des ondes pour être capable de caractériser mon onde résultante qui est la somme des deux. Quand j'avais de l'interférence constructive, ça me donnait un sinus avec deux fois plus grande amplitude. Quand j'avais de l'interférence destructive, ça me donnait un sinus avec aucune amplitude. Bien là, je vais être capable de dire ça sera quoi l'amplitude de cette fonction sinus-là pour n'importe quelle valeur de y. Je commence par écrire l'équation mathématique de l'onde sinusoïdale progressive pour chacun de mes deux ondes, l'onde numéro 1 et l'onde numéro 2. Je vais les appeler le champ électrique 1 et le champ électrique 2. Voici mes deux équations. Première chose que je veux dire, ici, le E qui est là, c'est l'amplitude, mais puisque c'est l'amplitude du champ électrique, j'ai mis E pour dire que c'était le module d'un champ électrique. On n'aura pas de valeur à mettre pour E là, en newton par coulomb, inquiétez-vous pas avec ça. Ça représente l'amplitude de l'onde. Les deux ondes ont la même amplitude. Pour ce qui est du oméga, oméga c'est la fréquence angulaire, puis le K c'est le nombre d'ondes. Les oméga et les K des deux ondes sont identiques parce que le oméga et le K, c'est ça qui détermine la couleur de l'onde. Puis là, j'ai un laser qui est par exemple un laser rouge, mais dans tous les cas, j'utilise un seul laser, une seule longueur d'onde, une seule fréquence angulaire, un seul nombre d'ondes. Les deux ondes ont toujours la même couleur, sinon l'expérience de Young marche juste pas du tout. Pour ce qui est de la constante de phase, au début, ça dit juste comme initialement, est-ce que mes sinus étaient décalés? Ça n'a comme aucun rapport la constante de phase individuelle des deux ondes dans cette expérience-là. Fait que je vais juste l'effacer complètement, je vais la mettre à 0. Puis on n'aura pas besoin de s'en préoccuper. Fait qu'initialement, c'est comme si mes deux ondes sur les fentes, c'était un sinus ordinaire qui partait à 0. On s'en fout de ça. Ce qui va être important, c'est de savoir à quel point les deux ondes arrivent décalées quand ils arrivent au point d'arrivée. Fait que mes deux ondes commençaient synchronisées, mais vu qu'ils ont une distance différente à parcourir, ils vont arriver décalés au point P. Donc ça, c'est deux ondes progressives qui dépendent du temps et qui dépendent de la position. La position en X, c'est vraiment comme à quelle distance je me situe par rapport à la fente numéro 1, c'est le X1. Le X2, c'est la distance à laquelle je me situe par rapport à la fente numéro 2. Quand je suis au point P, je vais remplacer les valeurs de X1 et de X2
par R1 et R2, parce que le point P se trouve à une distance R1 de la fente 1 et le point P se trouve à une distance R2 de la fente 2. Les valeurs de K fois R1 puis de K fois R2, c'est plus maintenant des variables, c'est des constantes. R1, ça a une certaine valeur spécifique, R2, ça a une valeur spécifique. Donc tout ça ici, ça donne un chiffre en radians. Puis ce chiffre-là, je peux faire comme si c'était dans le fond une constante de phase. Puisque j'ai une certaine distance à parcourir, ça se peut que quand mon sinus va arriver au point P, ben, il va arriver avec une phase, il va arriver à quelque part dans son cycle de fonction sinus. Fait que cette phase-là, pour l'onde numéro 1, je vais l'appeler phi1, puis cette phase-là, pour l'onde numéro 2, je vais l'appeler phi2. Fait que les deux ondes sinusoïdales vont arriver quelque part dans leur cycle au point P, à un certain nombre de radians, quelque part entre 0 et 2π. C'est ce qu'on appelle la phase phi1 et phi2. Maintenant, si je veux avoir l'onde résultante au point P, il faut que j'additionne E1 et E2 grâce au principe de superposition. C'est ça que je vais écrire, puis ensuite je vais utiliser une identité trigo. C'est parti! Donc là, voilà notre onde résultante avec notre identité trigo. Il y a deux morceaux à cette onde-là. Le morceau de droite qui est ici, ça c'est juste une onde sinusoïdale de fréquence oméga. Donc ça veut juste dire que qu'est-ce qu'il reçoit le point P? Il reçoit une onde sinusoïdale, il reçoit de la lumière. De quelle couleur? De la lumière rouge, de la lumière de la même couleur que notre laser. Ici, il y a une phase, mais ça on s'en fout complètement, ça change absolument rien. Ce qui est important, c'est que toute la partie à gauche ici, c'est ça qui va être l'amplitude. Puis l'amplitude de l'onde sinusoïdale, c'est ça qui détermine l'intensité lumineuse. Au total, est-ce que l'amplitude est grande ou petite? J'ai un 2 qui est devant. Le 2, il veut dire que l'amplitude peut être potentiellement 2 fois plus grande que le champ électrique de chacune de mes deux ondes sinusoïdales initiales. Fait qu'au total, quand j'ai de l'interférence constructive, je vais avoir une amplitude qui va être comme 2 fois plus grande pour mon onde. Là, on a la formule de notre amplitude de l'onde dans le champ électrique. Il y a deux dernières petites choses qui nous restent à faire. Trouver vraiment une formule qui nous permet d'avoir le pourcentage de l'intensité lumineuse. Puis une dernière petite chose, c'est que l'intensité lumineuse n'est pas directement égale à l'amplitude du champ électrique. En fait, techniquement, l'intensité de l'onde est proportionnelle au carré du champ électrique. Il va falloir que je prenne la formule pour le champ électrique puis que je la mette au carré pour avoir une formule d'intensité lumineuse. Puis c'est ça que je veux, le pourcentage de l'intensité lumineuse. Fait que c'est ma petite étape qui me reste à faire. Donc voici ma formule pour l'intensité lumineuse. Encore une fois, toute la partie à droite, ça dit juste que j'ai une onde sinusoïdale. Cette partie-là, je m'en préoccupe pas. La partie à gauche ici, ça nous dit juste ça peut être quoi comme l'intensité lumineuse maximale, mais ce qui m'intéresse vraiment ici, c'est le cosinus carré. C'est ce cosinus carré-là qui va vraiment nous dire c'est quoi le pourcentage de l'intensité lumineuse. Il nous reste juste à voir comment calculer la valeur de ce cos carré, puis après on a terminé. Cosinus, c'est une fonction qui va de moins 1 jusqu'à 1. Mais quand je mets ça au carré, cosinus carré, c'est une fonction qui va juste de 0 à 1. Vu que le truc est au carré, il ne peut pas y avoir de valeur négative. Donc cosinus carré, ça va de 0 jusqu'à 1. Si je le mets en termes de pourcentage, cosinus carré, ça va de 0% à 100%. C'est vraiment la valeur de ce cosinus carré-là qui va nous dire le pourcentage de l'intensité lumineuse. Quand je vais être sur des maximums d'interférence, le cosinus carré va valoir 1 ou 100%, je vais avoir 100% de la lumière. Puis quand je vais avoir de l'interférence destructive, le cosinus carré va valoir 0, 0% de la lumière. Quand je vais être à un autre endroit sur l'écran, peut-être que cosinus carré va être égal à 0,45, puis dans ce cas-là, la réponse, ça sera que j'ai 45% de l'intensité lumineuse. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire pour finir, c'est vraiment de voir comment je vais faire pour calculer le cosinus carré. C'est notre dernière étape. Premièrement, phi1 moins phi2, je vais appeler ça delta phi. C'est la différence de phase entre les deux. Appelons ça delta phi. Le but du jeu maintenant, c'est de calculer cos carré de delta phi, la différence de phase sur 2. La différence de phase, c'est juste relié avec la différence de marche. C'est vraiment le même principe. La différence de marche nous dit c'est quoi le retard d'une onde par rapport à l'autre, mais c'est en mètres. C'est une différence de distance à parcourir en mètres.
La différence de phase, ça nous dit aussi c'est quoi le retard d'une onde par rapport à l'autre, mais au lieu de nous le donner en mètres, on nous le donne en radians. C'est exactement le même principe, mais il faut juste faire la correspondance entre les radians et les mètres. C'est quoi qui fait la correspondance entre les radians et les mètres? C'est le K. Le K, c'est le nombre de rad par mètre de l'onde. Je vous l'explique d'une autre façon, dans le fond. Fait que pour faire cette relation-là, j'ai juste à dire que la différence de phase, ben un cycle complet de différence de phase, c'est quoi? Un cycle complet, c'est 2π en radians. Puis une différence de marche de un cycle complet, différence de marche, c'est en mètres. Fait qu'un cycle complet en mètres, ça correspond tout simplement à lambda. Fait que si je veux faire la conversion entre la différence de marche que je suis capable de calculer avec ma formule d sin θ, avec une différence de phase que j'ai besoin pour calculer mon cosinus carré, tout ce que j'ai à faire, c'est faire une règle de 3 ici. Dire que delta phi de 2π correspond à une différence de marche de lambda, isoler delta phi, et voilà. Puis si je veux, je peux même remplacer ça. La différence de marche dans l'expérience de Young, c'est d fois sin de θ. L'angle, je peux le calculer avec la hauteur en y sur mon écran en utilisant θ, c'était tan moins 1 de opposé sur adjacent. Je mets ça là-dedans et je fais mon calcul de différence de phase et je fais mon calcul de cos carré pour avoir le pourcentage d'intensité lumineuse. Si vous voulez juste une autre façon de le comprendre, la différence de phase, phi1 moins phi2, mais phi1, tantôt j'avais dit que c'était k fois R1, phi2 c'est k fois R2. Fait que ça c'est k R1 moins R2. Ben, R1 moins R2 c'est la définition même de la différence de marche. Donc je peux dire que delta phi c'est k fois delta, puis k, le nombre d'ondes par définition, c'est 2π sur lambda. Donc c'est la même formule que ce que j'avais obtenu ici. Vraiment, ce qui est important à se rappeler avec la différence de phase, c'est que c'est la même chose que la différence de marche. C'est juste que la différence de marche, c'est un retard exprimé en mètres, puis la différence de phase, c'est un retard exprimé en radians. Si je voulais, je pourrais même exprimer le retard en secondes. Je pourrais utiliser la vitesse à laquelle les ondes se déplacent, la vitesse de la lumière, puis dire ben, combien de secondes est-ce que l'onde numéro 2 est en retard sur l'onde numéro 1. J'ai jamais vraiment besoin de faire ça, fait qu'on va pas le faire, mais je vais juste vous dire qu'on peut exprimer le retard en mètres, en radians ou en secondes, puis on a des liens pour faire, puis on a des formules pour faire le lien entre les mètres et les secondes, c'est la vitesse, les mètres et les radians, c'est le nombre d'ondes, les secondes et les radians, c'est la fréquence angulaire. Pour conclure, on va juste retourner dans le PowerPoint, je vais vous montrer de quoi le graphique va avoir l'air sur notre écran. Donc voici de quoi ça a l'air sur notre écran. Ici, ce qu'on montre dans le fond, c'est le patron d'interférence. Le patron d'interférence, il y a des maximums. Fait que ici, ça, c'est tous des maximums, mais ça correspond à des maximums de la fonction cosinus carré. J'ai des endroits où j'ai de l'interférence destructive qui correspond à des minimums de la fonction cosinus carré. Puis ici, ben, ce qu'on représente, c'est la fonction cosinus carré qui dessine l'intensité lumineuse. Fait que quand je suis proche d'un maximum, ben, l'intensité est très grande. Quand je suis proche d'un minimum, l'intensité est très faible. Si j'ai un point P à un endroit au hasard, mettons ici j'ai mon point P, ben là je peux regarder cette fonction-là est à quelque part entre 100%, entre la valeur 1 et 0% ou la valeur 0. Fait qu'ici ça serait peut-être, mettons, je sais pas moi, 0.8, fait que 80% de l'intensité lumineuse à ce point P-là. C'est ce que je vais vous demander de faire dans les problèmes ou dans les exercices du Séguin. Voici un point P, quel est le pourcentage d'intensité lumineuse à ce point-là. Voilà, c'est tout pour la théorie sur le patron d'intensité lumineuse. Je fais un petit résumé rapide. Qu'est-ce qu'il faut être capable d'expliquer par rapport à ça? Bien, ce qu'il faut être capable de comprendre, c'est vraiment que j'ai deux ondes sinusoïdales qui vont se rejoindre à un point P. Je décris cette formule-là avec la formule des ondes sinusoïdales progressives. Il y a une onde qui va avoir un certain retard par rapport à l'autre. Puis quand j'utilise le principe de superposition pour additionner les deux ondes, dans le résultat, ce qui détermine l'amplitude de l'onde résultante, c'est le cosinus de la différence de phase sur 2.
Fait qu'il faut être capable d'identifier que c'est ça qui représente l'amplitude de l'onde résultante, et c'est l'amplitude au carré qui détermine l'intensité lumineuse. L'amplitude au carré, je me ramasse avec une fonction cosinus carré, c'est ça qui détermine l'intensité. Quand je mets la formule de l'amplitude au carré, je me ramasse avec un cosinus carré, c'est ça qui détermine le pourcentage d'intensité lumineuse. En termes de calcul, il faut être capable de calculer la différence de phase delta phi, de mettre ça dans l'équation, puis d'être capable de trouver un chiffre entre 0 et 1 pour la fonction cos carré. C'est ça qui va déterminer notre pourcentage d'intensité lumineuse. C'est tout pour la partie théorique de cette section-là. On se revoit pour une vidéo sur des exemples. Merci d'avoir écouté.